Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Quel avenir pour la Maison des Jeunes et de la Culture, les fameuses MJC, alors que les économies sont au cœur de tous les sujets? On en parle avec notre invité dans quelques instants. 160 000 enfants sont victimes d'inceste chaque année. Un fléau dont les chiffres continuent malheureusement d'alarmer. Une bonne raison pour s'emparer, y compris dans la littérature jeunesse. C'est le travail réalisé par notre invité. On en parle avec elle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotiard nous emmène en Italie, où les propos du ministre de l'Éducation interrogent. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui souhaite restaurer l'autorité des mineurs. Une proposition de loi, je cite, visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Voici ce que propose le président du groupe Ensemble pour la République. Cette proposition de loi a été examinée aujourd'hui en commission des lois et sera revue à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Ce texte, composé de 5 articles, intervient suite au décès du jeune Naël à l'été 2023 à Nanterre, tué à bout portant par un policier suite à un contrôle de routine. Cet événement avait entraîné des nuits d'émeutes. Gabriel Attal justifie cette proposition de loi en précisant que, je cite, « Les violences de juillet 2023 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois très jeunes, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect. » Alors que suggère Gabriel Attal, Louisa, dans sa proposition de loi? Il propose, je cite, de responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale. À cela s'ajoutent de nouvelles mesures pour les parents, des amendes pour ceux qui ne se présenteraient pas aux convocations, le remboursement des dommages causés par l'enfant ou encore une peine de travail d'intérêt général. Pour les mineurs, un dispositif de comparution immédiate, mais également l'atténuation des peines au-delà de 16 ans sera revue et rendue exceptionnelle en cas de récidive. Affaire à suivre la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On se rend désormais près de Bordeaux, où une adolescente de 18 ans a été tuée sur le coup après un rodéo urbain. Nous sommes hyper tristes en pensant à cette jeune et à sa famille, mais à la tristesse s'ajoute de la colère car tout le monde connaît ce problème et on nous laisse le gérer seul. Voici ce qu'a rapporté Alexandre Rubio, maire de la commune de Bassins en région Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, dimanche soir, durant un rodéo urbain, deux jeunes de 19 et 23 ans se sont percutés à moto. Une victime adolescente de 18 ans était sur l'un des scooters sans casque et est décédée suite à la violente collision. Le maire de la commune de Bassins précise à l'AFP que les rodéos existent depuis plusieurs années. Les pompiers doivent intervenir chaque week-end, mais les effectifs policiers sont encore trop faibles pour espérer une mobilisation d'urgence. Si un arrêté municipal empêche la circulation des 2 roues sur l'axe de l'accident les week-ends, depuis août 2023, un arrêté anti-rodéo permet de surveiller une quinzaine de périmètres dans la région bordelaise. Cet arrêté pourrait être étendu selon la préfecture de Gironde. On poursuit ce journal à Mulhouse où un adolescent de 14 ans a été mis en examen pour viol et tentative de viol sur des joggeuses. Placé en détention provisoire dans une prison avec quartier pour mineurs pour viol et tentative de viol sur plusieurs femmes, l'adolescent de 14 ans a admis le caractère sexuel de ces agressions. Depuis fin octobre, de nombreuses plaintes ont été déposées par des jeunes femmes dans la plaine sportive de Mulhouse alors qu'elles couraient près d'un stade d'athlétisme. Les policiers avaient alors mis en place avec la BRI, la PJ et la BAC un dispositif de surveillance, ce qui a permis d'interpeller vendredi dernier le jeune homme sur les lieux des attaques. Une cordelette a été retrouvée dans l'une de ses poches. Il a ensuite été présenté devant le juge des instructions. Léa, 21 ans, une des victimes de l'adolescent de 14 ans, s'est exprimée ce matin au micro d'RMC. Vraiment, j'ai pris conscience du danger à ce moment-là. C'est quand il m'a demandé d'enlever mon pantalon. Je me suis dit que c'était pas possible qu'il allait se passer ça. J'ai réussi à me relever. Je lui ai porté un coup à la tête. Et à ce moment-là, il a pris la fuite, en fait. En fait, c'est encore plus choquant que ce soit une personne mineure, mais il a fait autant de mal, en fait, qu'un agresseur adulte. C'est ça le pire. Quand je dis qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il a fait, je veux que justice soit faite. Je veux pas le recroiser. L'enquête souligne des violences de plus en plus fréquentes. L'enquête souligne des agressions de plus en plus violentes de la part du mineur. Inconnu des services de police à date, au moins 4 femmes ont été victimes de violences, d'agressions sexuelles. L'enquête déterminera si plus de victimes sont à recenser.
Nouveau gadget chez les jeunes, la Smart Vape, une cigarette électronique avec écran qui incite les jeunes à fumer. Oui, c'est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Après la puff, bientôt interdite en France, la Smart Vape vient de trouver sa place chez les jeunes. Une vapoteuse non rechargeable, dotée d'un écran qui propose aux jeunes plusieurs fonctionnalités, jouer aux jeux vidéo, passer des appels ou encore écouter de la musique. Selon l'addictologue Bernard Basset, je cite, « Le public cible, c'est manifestement les jeunes, notamment par le packaging, mais aussi car ils sont penchés naturellement sur leurs écrans. Ces cigarettes électroniques ne sont pas disponibles en France car le taux de nicotine est trop élevé et ne correspond pas aux normes en vigueur en Europe. Si la cigarette n'est pas vendue en France, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou encore TikTok. Cet objet est considéré comme dangereux car la batterie et le liquide à l'intérieur ne sont pas contrôlés sur le territoire européen. Et on termine, Louisa, ce journal avec la semaine du numérique et des sciences informatiques qui aura lieu du 2 au 7 décembre prochain. Oui, cette première édition avait été lancée en 2023. Cette année, elle réunit les mondes académiques, économiques et associatifs afin de promouvoir les métiers informatiques et numériques auprès des jeunes. Alors, durant toute la semaine prochaine, des événements gratuits seront à disposition des lycéens et collégiens, visites d'entreprise, immersion, conférences ou encore webinaires. Objectif de la semaine, lutter contre les stéréotypes et faire la lumière sur la diversité des parcours et des métiers. Selon une étude de France Stratégie et de la DARES, d'ici 2030, c'est 190 000 recrutements qui sont à prévoir dans l'ingénierie informatique, dont 115 000 créations d'emplois. Et tous les événements de la semaine prochaine sont à retrouver et proposés sur le site www.semaine-nsi.fr. Merci beaucoup, Louisa. Comment continuer à faire fonctionner les MJC, ces maisons des jeunes et de la culture fondées il y a près de 80 ans, relais de la diffusion culturelle sur le territoire, outils visant à la plus de cohésion sociale entre jeunes. Alors comment sauver les MJC et surtout développer leurs fonctions à l'heure de la rigueur budgétaire? On en parle tout de suite. Patrick Cheneuil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général des maisons de la jeunesse et de la culture de France. J'aimerais qu'on rappelle ce que sont les MJC, parce que tout le monde a une idée de la fameuse MJC qui nous propose des spectacles, des expos, des cours, des ateliers. Mais finalement, on ne sait pas trop quand est-ce que ça a été créé. Je dirais, les MJC sont à la fois des vieilles dames et des jeunes femmes en même temps, parce qu'on a aujourd'hui les 80 ans de la République des jeunes. On est né de 1944, on est né de la résistance, d'une certaine idée à la fois de l'après-guerre, d'un pays à reconstruire et du plus jamais ça en même temps. Donc les MJC sont porteuses de cet héritage. Et concrètement, la Fédération française des MJC a été créée en 1948. Et donc ce sont à la fois des associations, bien évidemment, qui s'adressent aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, également à l'ensemble de la population sur un territoire. Voilà. Quand vous dites c'est créé effectivement pendant la guerre et juste évidemment développé juste après la guerre, c'était une façon aussi peut-être de remettre les citoyens au plus proche justement de la République, de la démocratie, des valeurs en fait républicaines. Oui, l'idée initiale des maisons de jeunes de la culture, c'était vraiment de la République des jeunes qui a précédé, c'était de dire comment est-ce que finalement on va confier la gestion de maisons, confier la gestion d'équipements aux jeunes eux-mêmes et à des adultes pour y construire des programmes, des activités qui vont leur bénéficier. Donc c'est vraiment cette idée que la MJC, finalement, c'est un outil d'éducation à la citoyenneté par la pratique. Moi, je dis souvent, une MJC, c'est une micro-république en réalité, parce qu'on va y travailler ensemble à construire finalement des actions, des projets pour les jeunes, avec les jeunes et avec des adultes. Et c'était fait par les jeunes plutôt C'était fait par les jeunes. Voilà, il faut bien imaginer qu'on est en 1944 ou 48, ce que vous regardez comme date, mais on est au sortir de la guerre, un pays à reconstruire, les jeunes qui reviennent du STO, et notre très grand développement, l'impulsion forte des MJC, c'est en gros entre 1958 et 1968. Ouais. Donc à l'époque du baby-boom, un pays très très jeune et une jeunesse qui change et qui a d'autres aspirations, on va dire, que ses aînés. Donc c'est vraiment l'idée de confier finalement les clés d'une maison à des jeunes qui vont construire un programme, des actions, mais toujours avec des adultes, quitte à se coltiner un peu avec eux, parce qu'on est vraiment dans cette logique d'interaction. On avait un peu plus confiance en les jeunes à cette époque-là que maintenant, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait moins appel justement à ces jeunes et leurs idées. Peut-être, je ne sais pas si on avait plus confiance, parce que souvent les politiques de jeunesse, elles se sont quand même construites sur une espèce de méfiance ou de crainte
en direction de la jeunesse. Le développement des MJC, il est très lié au phénomène des blousons noirs à l'époque. Voilà. Donc c'est déjà les phénomènes de bande. Aujourd'hui, on fait le phénomène de rixes, voilà, avec des phénomènes assez violents. Et l'État qui se dit à l'époque, il nous faut absolument construire une réponse en direction de cette jeunesse. Donc on a à l'époque le ministère de la Jeunesse et des Sports, on a un haut commissaire qui est Maurice Herzog, l'alpiniste, voilà, qui lance un grand plan d'aménagement de lieux socioculturels. Et ces lieux socioculturels, il faut des gens pour les faire vivre. Donc on va effectivement développer des associations MJC avec une impulsion très très forte de l'État. Et l'idée, c'est d'être en réponse justement à ces jeunes organisés qui aspirent à autre chose. Et quand on regarde un peu les archives, quand on regarde un peu les films de l'époque, on voit, j'étais ce matin en l'occurrence aux 60 ans du FONGEP à Lille avant de venir vous voir. Et on a passé un film sur l'histoire de l'éducation populaire et on voit des jeunes qui disent, mais le journaliste pose la question, mais qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas à la MJC? Ils disent, on rigole, mais on sera en prison. Voilà. Ah oui, donc ça a vraiment une vraie vocation éducative aussi. Et en fonction des périodes de l'histoire, ça a été très marquant, j'imagine, parce que si on parle par exemple de la guerre d'Algérie ou d'autres moments forts de l'histoire des Français, la MJC a eu aussi cette vocation à éduquer, à informer. Peut-être justement à l'époque, on parle beaucoup de désinformation aujourd'hui, mais il y en avait déjà à l'époque. Elle a toujours eu un rôle très très fort en matière, ce que je dis, voilà, les MJC c'est un outil éducatif en tant que tel, donc, et elle a été traversée en permanence par les actualités, les réalités sociales et politiques, que ça soit les grands mouvements qu'on peut imaginer, les débuts par exemple de mouvements qui ont donné le Larzac, voilà, à l'époque la lutte contre l'installation des militaires, des mouvements autour des enjeux de débats sociétaux sur les questions du nucléaire par exemple, enfin, ces éléments-là, bien évidemment la guerre d'Algérie. Mais ce qui a toujours été intéressant dans les MJC, c'est comme nos associations sont inféodées à aucun mouvement, aucun parti, sont laïques, etc. Il faut le rappeler, c'est apolitique et c'est laïque. Voilà. Hein. Alors c'est très politique, mais c'est apartisan. Apartisan, pardon. Voilà. Mais par contre, ça permet vraiment d'avoir un lieu d'espace, de débat, d'échange entre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, pas forcément les mêmes origines, mais qui vont travailler ensemble autour de projets communs. Et c'est aussi ça l'autre élément qui est extrêmement important, entre jeunes, entre adultes, et puis entre gens qui n'ont pas les mêmes origines, pas les mêmes idées, mais qui en tout cas vont concourir à la réalisation d'une action commune sur un territoire. Alors toutes ces belles ambitions, évidemment, c'est aussi un espace de partage, donc à la fois culturel, vous l'avez dit, artistique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une MJC? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Aussi bien des cours de céramique que des cours, par exemple, d'histoire de l'art? Oui, on va y retrouver du théâtre, de la danse, mais aussi du sport, voilà, de manière... Et on va y avoir à la fois, je dirais, des activités régulières, parce qu'on va y venir toutes les semaines pour pratiquer une activité, être membre d'un club, retrouver des amis, mais tout simplement y être accueilli. C'est ça l'autre élément important, c'est que les MJC sont ouvertes à toutes et à tous. Nous, on pratique vraiment un accueil inconditionnel, c'est-à-dire vous pouvez simplement y venir et on vous y accueillera. Vous avez une très belle phrase à ce sujet, pardon, je vous cite, vous êtes sur ce plateau, mais on aime bien ça, c'est comme Alain Delon, on le salue. On est dans une société qui divise, et là, nous sommes tout l'inverse. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à fabriquer du commun avec des gens différents. Voilà. Et ça ne va pas de soi dans cette époque, on le sait tous, on a plutôt tendance à cliver, à marquer les désaccords qu'à essayer de fabriquer du compromis. Et c'est vrai que la MJC, par essence, c'est un lieu qui rassemble et qui essaye de fabriquer du compromis entre ses membres. Autre importance des MJC, bien entendu partout, mais dans les milieux ruraux en particulier, les MJC constituent un lieu d'échange très fort, très marqué culturellement, on le sait. Mais on le sait aussi, dans ces lieux-là, justement, il y a un problème de mobilité qui est très important. Y accéder, c'est pas simple. Est-ce que le développement, par exemple, je crois que ça s'appelle des cinémobiles, c'est ça, ces bus, voilà, marche bien et a un bel essor? Alors les associations et leurs bénévoles, c'est majoritairement des bénévoles en milieu rural, hein, plus que des professionnels qui les font vivre. On regorge d'idées à un moment pour arriver à trouver des modalités. Et quand on interroge le réseau sur quels sont les équipements de base qui constituent une MJC, le troisième équipement de base, c'est un minibus quand même. Hein. Donc la question de l'accès, mais aussi de pouvoir emmener des jeunes. On organise énormément de séjours dans les MJC. La question du déplacement, elle est bien évidemment essentielle en milieu rural, mais ça veut dire effectivement des actions, itinérantes, ça veut dire faciliter aussi les circulations des gens qui peuvent venir y pratiquer des activités, y voir des spectacles. Donc tout ça est bien évidemment un problème permanent et on le voit aussi, on le mesure très directement. Par exemple, quand on accueille des services civiques, des volontaires en service civique en milieu rural, c'est plus difficile d'accueillir des volontaires en milieu rural parce qu'il faut à la fois arriver à les héberger,
Alors ça, en général, ça se trouve, mais par contre, il faut arriver à ce qu'ils puissent se rendre jusqu'à la MJC auprès de laquelle ils veulent être volontaires. Donc cette question du déplacement, elle est bien évidemment essentielle aujourd'hui, et c'est souvent un nœud. Voilà. Vous parlez de socialisation, c'est aussi important dans les quartiers prioritaires, les MJC? Oui, on a un peu plus d'une MJC sur 4 qui est implantée en quartier politique de la ville, en quartier prioritaire, en quartier très populaire donc. Et c'est aussi un lieu, je pense que l'intérêt des MJC par rapport à ça, c'est que bien qu'elles soient très implantées dans des quartiers populaires, dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville, elles s'adressent toujours en même temps à des gens qui n'y vivent pas. Elle s'adresse toujours sur la population du centre-ville pour prendre un peu cette image-là. Et c'est vrai que la MJC va être un lieu où des personnes vont aussi pouvoir prendre conscience de ce qui se joue dans les quartiers prioritaires. Et dont ils n'auraient pas forcément la connaissance de par leur activité. Donc nous, cet enjeu de mixité sociale, cet enjeu du faire ensemble, on le fait vivre en permanence. Donc c'est à la fois de l'action très locale, très concrète, avec toutes les singularités. On fait par exemple beaucoup d'accompagnement à la scolarité dans les MJC qui sont en quartier politique de la ville, des MJC qui sont beaucoup plus professionnalisés, qui travaillent des accompagnements fins, souvent en lien avec des partenaires autour des missions locales, par exemple, sur des accès à l'emploi, mais aussi la capacité de mettre en écho, finalement, dans l'ensemble d'un territoire, des problématiques qui jouent spécifiquement là. Et un lien très étroit aussi avec les établissements scolaires? Oui, tout à fait. On a une MJC sur 2 qui est partenaire d'une école primaire ou d'un collège. Alors c'est 1 sur 3 pour les lycées, mais il n'y a pas des lycées dans toutes les villes. Pardonnez-moi, ça veut dire que par exemple un lycée ou un collège qui proposerait, je ne sais pas, l'escrime pourrait être fait par le biais justement de la MJC locale? Oui, tout à fait. Ou ça peut être un appui aussi à toutes les questions d'animation de la vie scolaire, où les MJC peuvent être partenaires. Ça peut être des interventions au sein d'établissements. Par exemple, on a des outils pédagogiques sur l'éducation média et l'information qu'on a l'occasion de déployer dans les établissements scolaires. Enfin, les liens sont finalement assez naturels entre écoles et MJC, même si c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. Alors, ce à quoi j'ai pensé en tout cas en premier, et on l'a beaucoup évoqué d'ailleurs au début de notre échange, c'est effectivement tout l'aspect citoyenneté, le côté émancipation via les MJC. Est-ce que vous proposez des programmes de EMC, donc éducation morale et civique, via les MJC pour les établissements scolaires, ou en tout cas pour les jeunes aujourd'hui qui ont vraiment besoin justement de pouvoir s'informer, comprendre ce qu'est l'information, comment justement la décrypter, ne pas rentrer dans les fake news? Alors on n'est pas vraiment dans les programmes d'éducation morale et civique, mais plutôt dans la possibilité, déjà sur un peu nos fondamentaux, d'accompagner chaque jeune vers ce qui va lui correspondre en matière d'engagement. C'est-à-dire que typiquement, j'évoquais tout à l'heure le service civique. Oui. Pour les MJC, on a entre 4 et 500 volontaires chaque année dans le réseau qui font un service civique, mais ils font plutôt un service civique d'initiative. C'est-à-dire que la mission, elle va correspondre certes à une demande de l'association qui va proposer une action en matière d'accompagnement de projets culturels peut-être, ou d'action environnementale, etc. Mais surtout, on va la construire avec la jeune ou le jeune lui-même. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire du sur-mesure en fonction de l'aspiration de la personne et croiser ça avec le besoin de la MJC. Mais peut-être pour un autre jeune, ça sera plutôt de passer le BAFA, ou alors ça pourrait être d'être volontaire, d'être volontaire auprès des pompiers, ou pourquoi pas. Enfin, donc notre idée, c'est vraiment de dire il existe une pluralité de formes d'engagement. Et l'association Maison des Jeunes de la Culture est en capacité de vous ouvrir des portes, de vous accompagner et de vous permettre de réaliser vos projets. C'est-à-dire que notre principale activité en direction de la jeunesse, c'est vraiment d'accompagner ces projets de jeunes. Après, on a une action spécifique sur l'éducation aux médias et l'information, notamment avec un outil que j'avais déjà eu l'occasion de présenter chez vous, qui s'appelle Desinfox, et qui est vraiment un outil qui est spécialement fait pour lutter contre les fake news et qui vise à quasiment donner une forme c'est presque de la gymnastique réflexe face à une information, c'est d'analyser sa posture, de se poser la question sur comment cette information a été pratiquée, comment je la reçois, quel est l'environnement sonore, dans quel état je suis, si je me mettais à la place du journaliste, qu'est-ce que je chercherais à mettre en avant. Donc ça, c'est un outil qui est déployé très très largement partout en France par le réseau des maisons jeunes. Et qui marche, ça parle aux jeunes. Et qui fonctionne et qui marche, oui, très très. Est-ce que ça parle aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes? Parce que la problématique de la désinformation, elle n'est pas que pour les plus jeunes. La question qui se pose à nous aujourd'hui, et notamment c'est les échanges qu'on a avec le ministère de la Culture, c'est comment est-ce qu'on s'adresse aux adultes, parce qu'on voit bien que on va dire que ce sont les adultes qui veulent
révolte aujourd'hui notamment. Et cette question du lien entre fake news et démocratie est quand même assez essentielle. Et de se dire, l'avantage d'un réseau comme le nôtre qui est ouvert à toutes et à tous, en gros c'est 50% de moins de 26 ans, mais donc 50% qu'on en plus aussi. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ces éléments de l'éducation aux médias et à l'information en direction d'une population adulte dans un lieu qui brasse justement ces populations. Il y a des conférences, des experts qui viennent. Il y a des conférences, il y a des experts, il y a des travaux avec vos collègues, avec des journalistes aussi, bien évidemment. Mais c'est un sujet qui est au travail. Jusque-là, on a plutôt pensé jeunesse. La question de s'adresser à un public adulte, là, c'est ce qui va nous occuper, je pense, les prochains mois, les prochaines années. Voilà. Et, je pensais évidemment aux formations pour tout cela, parce que quand on propose une telle diversité, une telle pluralité, effectivement, que ce soit artistique, culturel, sportif et autres, on parlait d'information à l'instant, comment se passent les formations? Il y a des bénévoles qui travaillent pour les MJC, vous l'avez dit, il y a d'autres personnels aussi. Comment ça fonctionne? On a des équipes professionnelles déjà d'animatrices et d'animateurs qui sont formés, qui sont des animatrices et animateurs qui sont diplômés, alors les brevets d'État, BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, voilà. On a aussi des bénévoles militants très impliqués qui amènent à la fois leur expertise du territoire, leur savoir-faire, leur envie d'avancer. Il y a tout un processus finalement d'acculturation au projet qui se fait au sein de la MJC, de transmission, je dirais, entre anciens et modernes. Et on organise une grande convention nationale des MJC en juillet prochain. On va faire ça en Bretagne. On a justement cette question des transmissions au cœur du projet, parce que c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de la vie associative aujourd'hui, c'est-à-dire que le renouvellement des bénévoles, le renouvellement des gouvernances et finalement la transmission de savoir-faire, la transmission d'une histoire. Donc comment est-ce qu'on remet tout ça sur le métier pour se dire finalement comment on accueille aujourd'hui aussi des nouveaux, avec des gens qui sont porteurs d'une histoire, qui ont cette mémoire et cette connaissance du projet MJC un peu chevillée au corps. Et comment est-ce qu'on permet de la transmettre aujourd'hui? Donc ça se passe en racontant cette histoire, mais surtout en mettant les gens au travail ensemble. Là aussi, on est plutôt un lieu du faire, quoi. On n'écrit pas beaucoup, mais on fait énormément dans nos associations. Mais oui, je vois ça, vous faites énormément. Alors pour pouvoir faire, et on le sait, il n'y a pas de mystère, il faut des sous. Comment sont financées ces fameuses MJC? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que pour nous, vous savez, c'est un peu flou tout ça. Le financement, c'est assez simple. On peut dire que grosso modo, alors les moyennes, on sait que ça n'existe pas, mais dans une MJC moyenne, vous avez 52% des moyens qui sont d'origine publique. Voilà. C'est quoi une MJC moyenne, excusez-moi? Une MJC moyenne, c'est une MJC qui globalement a un budget d'à peu près 400 000 euros, entre 5 et 600 adhérents. Voilà, ouais. Vous avez 200 000 euros, grosso modo, qui viennent de subventions. Non, pas très majoritairement des collectivités locales. C'est vraiment le bloc communal, le premier partenaire. Ensuite, vous avez les caisses des allocations familiales. Après, vous avez l'État. Et vous avez l'autre moitié qui provient des produits d'activité. Donc, en gros, les participations des individus, des familles, à la pratique des activités, la billetterie des événements, des spectacles, etc. Donc, en gros, c'est 50% d'autofinancement et 50% de moyens publics, avec un partenariat très, très, très étroit avec les collectivités locales et très majoritairement les communes. En gros, nos principaux partenaires sont les communes. Et alors, j'ai vu que le 16 mai dernier, vous avez signé, toutes les MJC, ainsi que d'autres acteurs de l'éducation d'ailleurs, ont signé avec le ministère de la Culture une nouvelle circulaire pleine de promesses. Tant mieux. Mais déjà, pourquoi avoir signé cette circulaire? Et qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Alors c'est une charte, en l'occurrence, qui a été signée entre la ministre de la Culture et 11 réseaux d'éducation populaire, qui est une charte éducation populaire et culture, et qui notamment vise à reconnaître par le ministère de la Culture la contribution essentielle et singulière des acteurs de l'éducation populaire à la culture. Parce que l'éducation populaire, on faisait un petit peu d'histoire tout à l'heure, elle a toujours été un peu tiraillée entre d'un côté le champ culturel et de l'autre plutôt le champ jeunesse et sport, en gros, qui sont un peu ces deux. Et elle a longtemps tenu un peu à l'écart du champ culturel. On n'a pas toujours été reconnu comme étant pleinement des acteurs culturels. Cette charte vise à dire que les associations de jeunesse et d'éducation populaire, dont les maisons de jeunesse et de culture, sont des acteurs à part entière qui interviennent sur les enjeux à la fois de démocratisation culturelle, mais aussi de démocratie culturelle. Et c'est ça la reconnaissance, en gros, qu'amène cette charte, et qui fait notamment le lien aussi avec notre action dans l'ensemble des territoires et sur l'ensemble des sujets. Et donc, je pense que c'était une attention particulière de la ministre, qui a y compris puisé dans son parcours personnel. Parce qu'elle venait d'une MJC, je ne sais plus le nom. Chalon-sur-Saône, dans le Voilà, Chalon-sur-Saône, exactement. Merci de m'avoir aidé sur l'information. Mais effectivement, qui a mis en avant les MJC, j'imagine que cela vous a fait sourire, cela vous a réjoui. Pour autant, vous espérez quand même que cela change sur le plan financier. Je pense que la vie n'est pas forcément facile pour personne, mais encore moins pour les MJC aujourd'hui. Non, la vie est difficile pour l'ensemble des réseaux associatifs et les MJC en particulier. Là, on a effectivement publié les résultats de notre observatoire et sur des chiffres qui sont à fin de l'année 2022, donc on n'a pas encore les chiffres consolidés 2023, mais on avait une association MJC sur deux qui était en déficit. Donc ça veut
une situation économique qui est quand même extrêmement fragilisée. Et comme beaucoup d'acteurs, et quand on écoute les annonces des jours derniers, on est extrêmement inquiet finalement de l'effet des baisses de dotation aux collectivités locales. Je vous disais, nos premiers partenaires sont les villes, en l'occurrence. Et oui, et forcément, d'autant plus que si la ville est plus grande ou plus petite, fatalement, on se doute bien que la dot n'est pas la même. C'est ça. Et donc, c'est cet effet qui risque de se poser sur les moyens publics en direction de l'éducation populaire est aujourd'hui une de nos grosses craintes. Alors, sachant que ça fait quelques années où on s'adapte, mais à un moment, ça a des conséquences, bien évidemment, sur les équipes professionnelles, sur le moral des bénévoles aussi, parce que c'est de plus en plus difficile à un moment de gérer une association. Alors, et ce qui est assez paradoxal, c'est que si on regarde le réseau, en termes de fréquentation, les chiffres ont dépassé ceux d'avant pandémie. Donc, entre guillemets, la population, le public, les adhérentes et les adhérents sont au rendez-vous. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est les financements. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut espérer en moins d'une minute? On peut espérer comme prise en charge, ou en tout cas mesures extrêmement précises et concrètes qui pourraient apporter un nouveau souffle, en tout cas au MJC. Alors, on espère quelques annonces, notamment du ministère de la Culture, sur les enjeux de ruralité, qui pourraient aider à soutenir les maisons en milieu rural. On espère aussi, et on partage avec les collectivités un certain nombre d'enjeux, et on les invite quand même à ne pas faire des analyses trop rapides dans leurs arbitrages budgétaires, parce que je pense que ça mérite, et on est vraiment persuadé que dans l'époque, ça nécessite d'avoir beaucoup plus de liens. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir être intelligent, on voit tous les contraintes globales économiques, mais ça va nécessiter d'approfondir les coopérations en réalité. Ça va nécessiter de mieux penser ensemble, d'imaginer finalement des formes de coopération. Il va falloir être un peu inventif dans l'époque. Alors on est assez fort dans le bricolage, dans les MJC, mais il y a quand même des niveaux en dessous desquels on ne pourra pas descendre, très clairement. Et je pense qu'il faut aussi peut-être remettre un moment sur la table des discussions, que l'éducation dans ce pays, ça a un coût, certes, mais que ne pas la financer, ça a un coût sans doute supérieur. Et je pense que l'éducation populaire a aussi besoin de moyens pour fonctionner. Et on voit bien que tout ce que porte la vie associative aujourd'hui, que ce soit dans les actions périscolaires, enfin tout ce qui va permettre à nos enfants d'être gardés après l'école, de faire des activités de qualité, nécessite aussi une intervention et des moyens publics. Et c'est pas forcément là-dessus qu'on doit rogner, Sachant que nos associations sont également des employeurs qui ont aussi des difficultés de recrutement. On a un problème d'attractivité dans nos métiers. C'est les mêmes difficultés que dans les métiers du service, du lien, de la restauration, dans l'éducation, parce que c'est des contraintes assez fortes et des niveaux de rémunération qui sont pas souvent très élevés. Par contre, c'est des emplois locaux, non délocalisables, qui permettent aussi de avoir une utilité sociale certaine auprès de la population. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir aux arbitrages qu'on fait. Davantage d'engagement. Merci beaucoup, Patrick Chenu, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes directeur général des MJC de France. Les fameuses MJC, on les connaît toutes. Il faut aller voir ce que c'est qu'une MJC, c'est super. Merci à vous. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école.
le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action. C'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Manon Fargeton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de Ombreline aux éditions Milan. Ombreline est absolument charmante. Elle aime les enfants. Je ne vais pas tout dévoiler évidemment, mais elle aime les enfants et surtout les enfants de la nuit. C'est une fée, une jolie fée, qui démêle les peurs lorsque les enfants s'endorment paisiblement ou pas. On va en parler bien entendu de ce livre. Vous avez longtemps hésité à l'écrire, semble-t-il. Pourquoi ? Alors, j'ai pas longtemps hésité à écrire ce livre-là, j'ai longtemps hésité à écrire sur ce sujet-là. On met les pieds dans le plat direct. Ouais, allons-y. Donc c'est un petit roman qui parle d'inceste. Parce que Ombreline Effectivement, Ombreline, c'est une fée qui aide les enfants à s'endormir et elle va tomber sur un enfant qu'elle n'arrive pas à aider. Célestin, qui ne veut pas s'endormir, qui n'arrive pas à s'endormir. Parce que, dit-il, s'endormir, c'est dangereux. Ouais, parce que s'endormir, c'est dangereux et elle ne comprend pas au départ pourquoi. Elle va mener un peu l'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de Célestin. Et ce qui se passe, c'est que c'est son père, le voleur de sommeil, celui qui a l'air d'être un homme tout à fait normal, mais qui est l'agresseur de Célestin. Et donc j'ai longtemps hésité à écrire sur ce sujet-là en jeunesse. J'avais très envie de le faire. Je l'avais déjà fait côté adulte avec un roman qui s'appelle Tout ce que dit Manon est vrai, qui est sorti il y a quelques années. Et j'avais très envie de le faire en jeunesse, mais j'avais un peu peur de le faire aussi. Et je me disais que j'allais plutôt le faire côté ado. Et puis en fait, ça a été côté jeunesse junior à partir de 8 ans, parce que Ombreline a débarqué avec Célestin et que je me suis dit ok, c'est ce livre-là, c'est dans cette histoire-là que j'en parle. Oui, c'était pas forcément une question d'âge de vouloir toucher les plus jeunes, mais c'était finalement plus l'histoire et la façon dont vous racontez en fait les choses, passer par un conte, cette sorte de mise à distance que vous arrivez à avoir grâce à cette fée. Au départ, c'était pas. Je me suis pas dit de manière militante, je vais écrire un livre sur l'inceste pour cet âge-là. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est cette histoire-là qui est arrivée. Je me suis dit ok, go, je le fais. Et je le fais pour cette tranche d'âge-là, ok. Et une fois que la décision a été prise, une fois que le moment gloops est passé, il y a aussi effectivement eu quelque chose de super. Moi, ça me plaît d'écrire un livre sur ce sujet-là pour cette tranche d'âge-là, parce qu'on sait très bien que dans les statistiques, les victimes d'inceste, ça commence très tôt. Je crois que l'âge médian pour les victimes d'inceste, ça doit être de 7 ans pour les filles, de 8 ans pour les garçons. Donc s'adresser à cette tranche d'âge-là, ça avait du sens. Mais par ailleurs, je voulais pas non plus que des enfants qui sont pas du tout concernés par le sujet et qui n'ont pas encore envie de voir le sujet soient confrontés de manière frontale à la question de l'inceste. Donc j'ai choisi de passer par le fantastique et ce roman, je pense que on peut le lire vraiment comme un conte fantastique en comprenant que que Célestin vit de la violence dans sa famille et de la part de son père, mais sans comprendre la nature exacte de cette violence. Ça parle de respect, ça parle de solidarité aussi, parce que Ombreline est entourée d'autres fées que l'on voit déjà dès le départ. Alors c'est toujours un peu périlleux de montrer ça à l'antenne, parce que c'est toujours beaucoup plus joli, évidemment, quand on le lit seul. C'est très orangé, j'aimerais déjà pour comprendre pourquoi ce choix-là, parce qu'on le retrouve effectivement, cette couleur, tout au long de ce roman fantastique. Mais c'est aussi toutes les fées qui entourent Ombreline. En fait, par moments, on ne peut pas toujours s'en sentir seul. Ouais, là clairement, elle avait besoin d'aide pour affronter ce problème et puis pour pouvoir aider Célestin. Pourquoi l'orange ?
Pourquoi Orange ? Alors Orange, en fait, j'avais déjà écrit un autre livre dans cette série-là qui s'appelle Zorage, qui est centré sur une autre fée de cette bande de fées de la ville là. Et Zorage, c'était le violet qu'on avait pris pour elle. Et là, je crois qu'on avait envie. Là, elle est en orange. Ouais, là, elle est en orange parce que dans ce livre-là, tout est en orange à l'intérieur. Je crois qu'on avait envie d'amener de la lumière par les illustrations et que ce orange, c'était ça aussi, c'était ramener de la douceur et de la lumière dans ce sujet-là qui ne l'est pas forcément. Alors oui, moi j'avais pris comme ça aussi, cette lumière, mais en même temps, je l'avais pris parce qu'on sait très bien que l'art, la littérature, c'est toujours aussi une affaire d'imagination solitaire, si je puis dire. Il y a une œuvre commune et puis après ce qu'on y voit, ce qu'on y dit. Et c'est vrai qu'il y a le feu à la fois, avec ce rouge et cet orangé, avec la douceur, la fée, celle qui vous entoure, qui vous englobe et qui va vous comprendre, ce besoin de partager aussi. Je reviens sur effectivement cet enfant qui n'arrive pas à s'endormir, cette fée qui l'aide. Donc du coup, s'endormir c'est dangereux, dit-il. C'est vrai qu'il a peur. Et il a peur de qui ? Du monstre aimé. Alors cette formule, j'ai retrouvé le mot, cet oxymore, était importante justement pour comprendre réellement ce qu'est l'inceste, le monstre aimé. Bah oui, parce que alors la question du monstre, Adèle Haenel l'a abordée dans sa prise de parole. Effectivement, ce ne sont pas des monstres, les incesteurs, ce sont nos frères, nos pères, nos potes, évidemment. Mais là, dans un conte fantastique, utiliser l'image du monstre était logique. Mais j'ai voulu rajouter cet élément-là, le monstre aimé, parce que oui, évidemment, un enfant incesté, il aime ses parents. Il voudrait juste que ça s'arrête, cette partie-là de la relation. C'est toute la complexité, en fait, de ce problème-là. Et c'est très difficile de le faire comprendre à des enfants aussi qui lisent le roman, donc sans parler forcément d'inceste, comprendre aussi. Et d'ailleurs, quel que soit le type de violence. Voilà. Parce que dans le roman, il y a Célestin où lui, c'est l'inceste, mais il y a d'autres enfants de la nuit où on comprend que leur monstre aimé à eux, c'est pas forcément le même type de violence, etc. Et donc ça, oui, c'est sûr que c'est toute la complexité de ces situations-là où, par exemple, les enfants vont dire mais j'ai pas envie que papa il aille en prison. Je veux juste que ça s'arrête. Et puis comprendre en fait que ce n'est pas normal, que ce ne sont pas nous aussi les coupables, ce qui revient systématiquement dans l'inceste. Encore une fois, j'aimerais citer aussi évidemment l'illustratrice du livre, c'est Maude Bégaud, qui a fait toutes les illustrations qui sont très fortes et que l'on voit dès le début et qui raconte le livre. Encore une fois, je préfère que vous les regardiez et que vous lisiez ce roman fantastique plutôt que de vous les montrer, mais c'est très très fort. Les images forcément parlent toujours tout autant que le texte. Retrouver et parler donc de cette ambiance à la fois lourde, en même temps de cette solidarité. Comment on arrive à écrire, à broder, chapitre par chapitre, un texte comme ça, sur un sujet si lourd, bien entendu, mais en même temps, mais que vous connaissez déjà, que vous avez déjà abordé, et en même temps, effectivement, pour les plus jeunes. Je crois que quand on s'adresse à des plus jeunes, il faut aussi toujours garder une lumière allumée. Et que voilà, c'est super important pour moi en littérature jeunesse, écrire un roman sans espoir, ça n'aurait pas de sens pour moi. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que quand on écrit sur ce sujet-là, on écrit un peu le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Enfin non, tel qu'on voudrait qu'il soit, on voudrait que ça n'ait même pas lieu, évidemment, mais tel qu'on voudrait qu'il soit dans ce qui est dans le fait de protéger le personnage et de faire qu'à la fin, il va être protégé et qu'il va réussir avant ça à s'exprimer. Alors là, ça va passer par le dessin beaucoup, mais en tout cas, il va réussir à exprimer ce qu'il vit et ce qu'il ne veut plus vivre. Mais on peut être aidé sans cesse, effectivement, par quelqu'un d'extérieur, en l'occurrence la fée, ou les fées. Et pas que les fées, puisque dans le roman, il y a un personnage qui est l'instituteur, qui au départ ne voit pas du tout ce qui se passe parce qu'il est emmêlé, lui, dans ses propres angoisses et dans ses propres problématiques. Et puis, à un moment donné, Ambreline va aller démêler justement ses angoisses à lui pour qu'il ait le regard un peu libéré et qu'il voit ce qui se passe, qu'il voit qu'il y a un problème. Et lui, ça va être un vrai allié pour Célestin, effectivement, pour cette prise de parole. Ouais. Oui, cette prise de parole donc, qui vient aussi de soi. C'était important de pouvoir montrer ça aussi dans le roman, qu'il faut pouvoir aussi dépasser... Et c'était important sur cette question de la prise de parole. On dit beaucoup aux enfants, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Sauf qu'en fait, il faut parler à qui ? Parce que, par exemple, dans le roman, la mère n'est pas une ressource, puisque la mère est, elle aussi, emmêlée dans le secret. Et on sait très bien que les victimes d'inceste, la plupart, il y a la Civise qui a fait un énorme travail de collecte de récits d'adultes qui ont été victimes d'inceste. Il y en a plein qui ont dit mais moi j'ai parlé.
à l'époque. C'est juste qu'on m'a pas écouté, qu'on m'a pas entendu, qu'on m'a pas cru. Donc la question, c'est parler à qui ? Et là, moi, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de montrer à travers ce texte. Et on parlait de l'équilibre tout à l'heure à trouver entre ce sujet qui est complexe, effectivement. Mais comment on le tisse ? On le tisse aussi en essayant d'amener de la complexité. C'est-à-dire que oui, la mère n'est pas une ressource. Et cette complexité-là, pour moi, elle est essentielle sur ce sujet. Bien sûr. L'instituteur, c'est important d'en parler, effectivement, et forcément, ça nous amène à l'école. L'importance de l'école, l'importance d'une entité qui est extérieure aussi à la famille, lorsqu'on parle d'inceste. D'une entité, on a beaucoup parlé dans la presse des papillons. Bien entendu, évidemment, avec tous les événements malheureux, mais aussi de ces boîtes aux lettres, les papillons, qui permettent de pouvoir divulguer des messages, en tout cas de dire des choses quand on peut les dire encore, quand on peut les écrire, parce que c'est pas encore toujours le cas, pas toujours possible pour tout le monde. Mais cette possibilité aussi qu'à l'école, de pouvoir, quelque part, aussi libérer la parole et entrer dans les familles. C'est important de le dire. Bien sûr, et c'est pour ça que tous les débats actuels aussi sur l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, c'est là que c'est hyper important aussi. Moi, je peux comprendre la crainte de certains parents, mais par contre, je peux pas comprendre... comment dire ? Les parents qui disent qu'il ne faudrait absolument pas parler de sexualité à l'école, et encore de sexualité, on parle, quand on voit le programme, ça va, c'est pas vraiment de sexualité qu'on parle, c'est bien d'éducation à la sexualité. Et ceux qui disent ça, moi j'ai tendance à me méfier, parce qu'en fait, pourquoi tu veux pas que ton enfant entende parler du fait que les violences sexuelles existent, en fait ça, parce que ça ne t'arrange pas. On sait très bien qu'une bonne partie de la violence, qu'elle soit physique ou sexuelle, est intrafamiliale. Donc oui, l'école là a un rôle à jouer qui est essentiel et qui est celui du tiers et qui est celui de quelqu'un qui va amener une parole là où peut-être il n'y en a pas dans la famille. Et d'être effectivement alerte quand on entend quelque chose ou quand on voit quelque chose qui ne va pas. Parce que, par exemple, cet enfant-là, Célestin, quand Ombreline mène l'enquête, elle le voit isolé dans la cour de récré. C'est ça. Et cette question-là, moi, je me suis dit aussi, peut-être que certains enfants qui ne sont pas du tout concernés par ce sujet, en lisant le livre, vont se dire « Ah ouais, mais mon copain là, qui est tout le temps tout seul à la récré, est-ce qu'il ne vivrait pas un truc à la maison ?» Ou des profs, peut-être, vont se dire ça aussi en lisant le livre. Oui, c'est la seconde lecture, effectivement, de ce livre aussi, ou peut-être même la troisième ou quatrième. C'est de se dire, quand on n'est pas forcément sensibilisé à l'inceste, c'est en tout cas le rapport de violence, de solitude qu'il y a entre les enfants. On le sait, on l'a vécu, on a grandi aussi, chacun d'entre nous, et on sait à quel point c'est compliqué les rapports quand on est enfant. Ouais, et puis ça crée un décalage quand on vit ce genre de choses à la maison. Forcément, ça crée un décalage avec les gens de notre âge. Et ce décalage, les enfants, ils le ressentent tout de suite. Il y a évidemment toutes les grandes folies des hommes, comme celle de l'inceste. Il y a aussi des questions universelles, existentielles, comme tout simplement la mort. En fait, c'est abordé aussi dans ce livre, de manière un peu tel un nuage. Mais enfin, c'est là, ça reste là, transversalité et autres. Ça aussi, c'était une façon de pouvoir aussi évoquer ces grandes questions à cet âge-là. Oui, alors j'ai pas l'impression d'avoir énormément évoqué la mort. Ah oui, moi là, dans d'autres beaucoup plus. Parce que, par exemple, à quel moment? Alors, j'ai pas exactement pris la page, mais sur les enfants qui ne dorment pas, sur la possibilité de s'endormir et donc peut-être d'y avoir une mort lente. Sur cette angoisse-là. Voilà, cette angoisse-là, de ne plus être là, de ne plus vivre, de ne plus savoir dans quel. De plus être alerte. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est effectivement cette angoisse. Cette angoisse de l'endormissement, il y a beaucoup d'enfants qui l'ont, et beaucoup d'enfants victimes de violences qui l'ont aussi. Même ceux qui n'ont pas peur que leurs parents rentrent en pleine nuit dans la chambre, ils peuvent avoir une peur de l'endormissement effectivement, ça peut se traduire de cette manière-là. Donc oui, le lâcher-prise, quand on vit ce genre de choses, il est compliqué, ouais. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT, Manon Fargeton, de nous avoir parlé de votre roman fantastique Ombreline, paru aux éditions Milan. Les illustrations sont de Maude Bégon, que l'on salue évidemment. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va retrouver la chronique de Louisa. Louisa,
Dans votre chronique, vous nous emmenez en Italie suite aux annonces du ministre de l'Éducation italien qui a affirmé, écoutez bien, que le patriarcat n'existait plus. Fini, à plus. Et ceci a suscité, comme pour nous, de nombreuses réactions. C'est ça, Virginie. Selon le ministre de l'Éducation, Giuseppe Valditara, il semblerait que le patriarcat, je cite, n'existe plus. Alors pour cela, il faut remonter à lundi dernier, le 18 novembre, car le ministre s'est exprimé dans une vidéo. On voit en photo ici une partie de la vidéo qui a été diffusée dans la Chambre des députés. Il affirmait, je cite, « L'idéologie voudrait résoudre la question des femmes en luttant contre le patriarcat. Juridiquement, le patriarcat n'existe plus depuis la réforme du droit de la famille de 1975. » Alors cette loi de 1975 permet désormais, depuis 1975, aux femmes et aux hommes d'être égaux face aux prises de décision familiales. Mais le ministre précise tout de même, Virginie, dans son discours, qu'il existe, je cite, des résidus de machisme dans la société italienne d'aujourd'hui. Alors, pourquoi cette affirmation pose problème? Je vous explique. Premier problème, le contexte, car le ministre a avancé ses propos lors de la présentation de la fondation Giulia Cecchettin. Alors Giulia Cecchettin, donc cette fondation porte le nom de cette étudiante qui est morte l'année dernière, étudiante de 22 ans, suite à plus de 70 coups de couteau reçus par son partenaire italien. Ce féminicide avait beaucoup bouleversé l'Italie au point où les foules s'étaient rendues dans la rue pour pour manifester plutôt contre les violences faites aux femmes. Alors vous imaginez bien que les propos du ministre devant cette fondation et devant la famille ont été déplacés, très mal reçus également. Mais le deuxième problème, ce sont les propos et les arguments convoqués par le ministre de l'Éducation pour enterrer le patriarcat. Car selon le ministre, les violences sexuelles faites aux femmes sont causées par l'immigration illégale. Rappelons que l'Italie est un gouvernement d'extrême droite. Giuseppe Valditara, le ministre de l'Éducation italien, membre du parti La Ligue, parti d'extrême droite, a pointé du doigt, je cite, « les nouveaux venus, comprenez par là les étrangers, qui seraient, selon lui, la cause des violences faites aux femmes. » Il disait, je cite, « Il ne faut pas se voiler la face, l'augmentation des phénomènes de violence sexuelle est aussi liée à une forme de marginalité et de déviance qui dérive en quelque sorte de l'immigration illégale. » Bon, alors je ne réagis pas évidemment aux propos, mais en revanche, vous parliez de cette famille, effectivement, de l'étudiante qui a été tuée par son petit ami. Comment a-t-elle réagi à ces propos? En effet, la famille était présente lors des propos du ministre et la sœur de la victime, Elena, a répondu, s'est insurgée en disant « Si on écoutait, au lieu de faire de la propagande lors de la présentation de la fondation qui porte le nom d'une jeune femme tuée par un jeune blanc italien, eh bien, sous tout rapport, il n'y aurait pas une centaine de femmes tuées dans notre pays chaque année. » Côté politique, Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil de ministre, elle a soutenu son ministre de l'Éducation et a avancé, car on lui a posé beaucoup de questions. La presse l'a beaucoup interrogée durant le G20. Elle a répondu ceci. Il y a certainement des données qui montrent une incidence significative de l'immigration illégale de masse sur ce sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Italie œuvre à endiguer l'immigration illégale de masse. Alors que disent les autres partis politiques suite aux propos du ministre de l'Éducation italien? Alors si on regarde côté centriste, pour Riccardo Maggi, qui est le secrétaire général du parti, ces accusations qui visent l'immigration comme les causes des violences faites aux femmes, il dit qu'elles sont fausses, démenties par les statistiques, et il précise même qu'il s'agirait d'une instrumentalisation raciste. Pour la gauche, la députée Aurora Floridia dénonce la gravité des propos et précise que l'immigration ne devrait pas être un argument contre les violences faites aux femmes. Côté démocrate, on dénonce des propos immoraux. Alors pour conclure, parlons chiffres, parlons concret, car selon le ministère de l'Intérieur italien, une femme est tuée tous les 3 jours. On compte 83 féminicides en Italie depuis le début de l'année, 96 ont été comptés l'année dernière et 106 en 2022. L'Institut national de la statistique estime qu'en 2022, c'est 94% des Italiennes qui ont été tuées par des Italiens. À titre de comparaison, en France, depuis le début de l'année, on dénombre déjà 122 femmes qui ont été tuées. Hier, le gouvernement français a annoncé de nombreuses mesures afin de mettre fin et de lutter contre les violences faites aux femmes. Parmi celles-ci, d'ici 2025, plus d'hôpitaux pourront accueillir des plaintes. Cette semaine marque le lancement d'une campagne contre la soumission chimique et on note également une augmentation de l'aide universelle d'urgence. Rappelons qu'en France, pour les femmes victimes de violences, pour leur entourage, mais aussi les professionnels, il existe le numéro 3919 qui est un numéro anonyme, mais aussi gratuit, numéro d'écoute, d'information et d'orientation. On le rappelle, c'est le 3919. Et également, plus d'informations sont à retrouver sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Merci pour cet éclairage, Louisa. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.
L'éducation financière, c'est un enjeu, vous l'avez dit, de plus en plus crucial aussi à l'heure de la numérisation de l'économie qui, ça y est faite. La crise sanitaire a accentué, bien sûr, les usages des paiements sans contact. Ça rend l'argent liquide un peu moins fréquent aussi dans les foyers et au sein des familles. Cette situation, Raphaël, elle soulève aussi de nombreux défis, notamment, bien sûr, pour l'éducation financière des enfants. C'est un sujet, justement, que vous voulez investir avec une annonce que vous allez faire dans les tout prochains jours. Alors, pour compléter votre constat, je pense que la facilité du paiement est encore plus déconcertante qu'elle l'a été par le passé. Donc, les gens réalisent encore moins leurs engagements. Et donc, c'est un vrai sujet. Et puis, aujourd'hui, ils sont sollicités de toutes parts par les réseaux sociaux et de manière souvent masquée. Et cette dématérialisation, justement, et cette disparition de l'argent liquide est aussi un vrai questionnement pour réapprendre la valeur des choses de manière dématérialisée. Et très souvent, nous, dans notre génération, on a conçu plutôt à travers les pièces et les billets cette valeur. Donc il faut au contraire s'éduquer à ce nouveau paradigme. Et donc c'est là qu'on intervient. Et effectivement, nous, à travers l'application, on poussait déjà les sujets de l'éducation. Donc on incitait les enfants à apprendre à économiser. Donc on a des petits tirelires, donc ils pouvaient mettre de l'argent de côté. On va aussi les pousser à donner à des associations qu'on trie sur le volet. Et ils peuvent donner 1, 2, 3 euros pour apprendre que l'argent, ça aide aussi les autres. Ou ils vont définir des missions avec les parents pour gagner un petit peu d'argent, justement, à apprendre cette valeur du temps et du travail, pour aller tondre la pelouse, laver la voiture et négocier avec leurs parents des petites sommes. Donc ça, c'est des sujets très intéressants. Et on voulait aller un petit peu plus loin. Et on lance effectivement début décembre un média autour de l'éducation financière qui sera vraiment à destination des ados. Donc on reprend les codes de cette adolescence pour éviter de faire les boomers. On va sur TikTok, on va utiliser clairement la vidéo et on emploie cette génération pour parler d'elle-même de tous les sujets qui peuvent les intéresser. Ouais. Du cashback, justement des promos cachés, des influenceurs, des salaires, de tous les gens qui peuvent voir et croiser sur les réseaux sociaux. Et on veut justement leur expliquer que l'argent est un sujet important, il est présent et omniprésent dans leur vie et qu'on peut justement apprendre à décortiquer des messages clés, comprendre de quoi il s'agit, savoir pourquoi on vous donne du cashback, qu'est-ce qui est caché derrière effectivement et qu'est-ce qu'on va vraiment gagner à la fin. Donc pour nous c'est des sujets vraiment, vraiment importants et TikTok c'était le bon format. Donc on lance ça et on va lancer des petites vidéos. Et alors qu'est-ce que Mission Opéra ? Oui, donc Mission Opéra, c'est un projet qui existe depuis 2019. Ça a commencé dans l'Académie de Grenoble à Valence. Et c'est un projet pédagogique et artistique avec 2 objets principaux. Tout d'abord, c'est un projet qui promeut les compétences essentielles pour réussir dans la vie chez des jeunes défavorisés, des jeunes qui ont très peu d'accès à la culture grâce à un projet artistique ambitieux. Et deuxièmement, ça promeut la lyrique, ce genre de musique qui peut être élitiste, qui peut être très cher, qui peut être assez inaccessible pour ces jeunes-là. Parallèlement, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de développer des liens très forts entre le monde d'entreprise et ces jeunes-là. D'utiliser ce projet comme une plateforme pour développer certaines compétences et puis créer des liens avec des entreprises et des vraies opportunités pour ces jeunes. C'est là où c'est assez unique comme projet. L'Antiquité n'avait pas cette séparation qu'on va connaître par la suite, c'est-à-dire pour les femmes une sorte d'assignation à résidence où si jamais elles doivent avoir des activités, elles sont plutôt à l'intérieur du foyer, familial, et si jamais elles pensent, elles doivent plutôt penser des choses qui auraient un rapport avec le prétendu féminin, donc plutôt des histoires de sentiments, d'éducation. L'Antiquité ne connaît pas cette séparation parce que dans l'espace commun de la cité, de l'espace commun politique, on trouve des femmes philosophes, vous citez Diotime, il y en a d'autres, et ce qui est frappant, enfin ce qui m'a frappé, c'est notre auteure Sandrine Alexandre qui a eu à charge cette période-là, et elle souligne qu'il y a des femmes maîtres stoïciens, maîtres stoïciennes, c'est-à-dire qui dirigent d'une certaine façon des écoles stoïciennes. Donc toute la question qui se pose, c'est à la fois à quel moment il y a cette assignation à résidence des femmes, avec la construction d'un prétendu féminin,
auxquelles elles devraient absolument correspondre. Et puis pourquoi on attend 2003 et 2019 ensuite pour qu'il y ait des femmes dans le corpus classique, enfin le corpus. Là, on parle de la France. Le corpus, voilà, de la France. C'est vrai que l'un des défis de l'éducation financière, c'est surtout ce que nous disent en tout cas les jeunes et même les parents, c'est cette incapacité à pouvoir en parler en famille ou la difficulté à trouver les bons mots, parfois même pour les parents à comprendre ce sujet de l'éducation financière et la finance qui est parfois un peu tabou dans les familles. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez aussi de manière régulière et qui vous a peut-être donné envie justement de participer à cette mission ? C'est la genèse même de Money-Walkie. En fait, on l'a monté à l'origine en partant du constat qu'il n'y avait pas de moyens de paiement dédiés aux enfants. Et on avait fait un constat peut-être plus aggravant et plus préoccupant à l'époque. C'était que notre fille qui avait 10 ans n'avait jamais eu d'éducation à ce sujet-là à l'école. Il n'y avait rien dans le programme scolaire qui leur expliquait de manière agnostique ce qu'était l'argent et à quoi ça servait. Et donc, ça nous semblait une bonne façon de trouver un objet qui soit ludique, amusant, à travers lequel on allait véhiculer un certain nombre de messages. Alors on se veut quand même très très agnostique, donc on est respectueux de toutes les façons de dépenser l'argent. Je suis bien incapable de vous dire si c'est plus intelligent d'acheter une glace ou un livre. Il y a plein de plaisirs et plein de choses qui pourraient militer pour tous les achats. Mais on veut amener cette réflexion derrière et créer un dialogue entre le parent et l'enfant à travers cet objet qui, au contraire, plutôt que de cacher le paiement, va remettre le paiement au centre. Il est ludique, il est joyeux et il invite à la discussion et c'est ça le pari qu'on fait. L'opéra, c'est trop complexe, trop sérieux pour les jeunes ? Il peut être trop sérieux, il peut être trop cher, il peut être chiant. Ok, je suis tout à fait honnête. Quand je parle de l'opéra, comme dans tout, c'est une question, c'est très subjectif. Hein. Il faut que l'approche par rapport à l'opéra soit différente pour ces jeunes, pour le rendre accessible à ces jeunes. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Mission Opéra. Parce que je suis convaincue que c'est en chantant, c'est la meilleure façon de découvrir l'opéra. Parce que là, ils comprennent en fait mon message principal, primordial, toute l'expertise dont on a besoin pour produire un son suffisamment puissant pour passer au-dessus d'un orchestre de 60 personnes, sans micro, en même temps faire de la mise en scène, gérer un accessoire, gérer un costume, garder en contact toujours avec le chef d'orchestre, faire attention au chœur, respecter beaucoup de nuances musicales, artistiques. Donc c'est extrêmement complexe et c'est en faisant, en chantant, en apprenant le chant que ces jeunes apprécient la complexité de l'opéra, la difficulté, mais aussi c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Hein? Ils apprennent, ils persévèrent, ils deviennent disciplinés, ils comprennent ce que c'est la rigueur grâce à ce projet. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas de faire une histoire de la philosophie féministe, même si parmi les philosophes, Simone de Beauvoir, certaines sont féministes, c'était vraiment montrer que notre histoire de la philosophie, ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie, est fausse. Que l'histoire de la philosophie, elle est à la fois pas assez historique, parce qu'il manque les femmes philosophes. Et puis elle est hémiplégique. Et puis elle n'est pas suffisamment philosophique, parce qu'il manque tous les concepts que ces femmes philosophes ont apportés à la philosophie. Et qui ne sont pas forcément des concepts féministes, ça vous y insistez à un moment donné. Vous faites un passage en disant, mais femme philosophe, ça ne veut pas vous dire forcément philosophe féministe. Ben non. Et c'est d'autant plus intéressant d'une certaine façon. Oui, on s'est bien gardé de faire un répertoire de toutes les figures du féminisme. C'est un autre sujet, c'est très intéressant, mais c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a voulu rendre justice et faire une histoire de la philosophie qui inclut les femmes qui ont été mises de côté. Moi, quand je me suis aperçue de ça, puisque comme je travaillais dans l'édition scolaire avant, quand j'ai vraiment pris conscience du fait que tout d'un coup, il y avait un Arendt et qu'avant, il n'y avait aucune autre philosophe, et puis ensuite, il y a eu 5 autres, mais je me suis dit, mais pourquoi celle-là ? Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Louisa. On vous retrouve, j'espère, bientôt sur le grand JT. À la réalisation aussi, Angèle Jean Girard, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée, on se retrouve demain. Ciao.